Donc nous avons la semaine dernière évoqué la question des juristes pendant la période nazie, et je crois qu'aujourd'hui, Michael, tu vas nous parler donc de l'après-guerre. Avec mon thème « Images et réalité de l'État en Allemagne de l'Ouest ». Chers auditeurs, je reviens à ma première présentation ici concernant la méthodologie. Vous vous rappelez que j'ai douteux d'une séparation principale entre les faits et les mots, comme disait Sartre, les mots et les choses, les faits et les mots, douteux d'une réalité derrière les mots qu'on peut trouver comme une vérité historique. Je voudrais souligner encore une fois ma thèse que la reconstruction du passé se fait par le langage. Un élément central du passé, ce sont les idées ou notions verbales des hommes de leur spécifique réalité. Et ces idées ou notions sont aussi des faits assez puissants pour diriger les hommes, pour diriger l'histoire. Alors, la dichotomie entre l'image et réalité de l'État en Allemagne après la Deuxième Guerre n'est ici maintenue délibérément que par pure convention. Elle suggère en effet une séparation entre ce qui est pensé et formulé dans le langage, d'une part, et ce qui existe en tant que fait, d'autre part. Je tiens une telle séparation pour trompeuse et je souhaite clarifier aussitôt mon point de départ. L'État est un produit de l'esprit, pour ainsi dire, de notre tête, de notre cervelle. Il est la somme de tout ce que nous disons et faisons par référence au signe État. Son substrat factuel, la terre et les hommes, les institutions, la situation géopolitique, les capacités économiques, etc., tout ça se trouve sans conteste dans le monde, mais il ne devient État qu'à travers ses acteurs, à travers leur, citant Schopenhauer, l'État comme volonté et comme représentation. Qu'on se représente l'État comme par un ordre communicatif, normatif, ou comme un léviathan, comme un mélange de puissance historiquement établie et de limitations normatives, comme une personne juridique pourvue d'une volonté fictive, ou comme une corporation fonctionnellement organisée, qu'on y voit un antagoniste de la société ou, au contraire, l'une de ses parties constitutives, un expédient nécessaire ou la forme la plus haute de communauté humaine. Dans tous les cas, ce ne sont là que des produits de l'esprit. Dans ces contextes historiques de communication toujours renouvelés, les porte-paroles luttent pour assurer la maîtrise des interprétations, créant, à travers les opinions dominantes, l'image de l'État, une image qui est en même temps la réalité de l'État, en tant qu'elle éclaire d'une lumière particulière le substrat factuel évoqué et permet de l'organiser. Font indubitablement partie des faits de ce genre l'effondrement politique et militaire de l'État nazi le 8 mai 1945, 1945, l'occupation par les Alliés
la division du territoire en 3 zones occidentales et leur structuration progressive, l'établissement du Conseil de contrôle, Controlrat, le développement des institutions dans la bizone américaine et britannique, et alors la trizone jusqu'à l'instauration de la République fédérale, des institutions qui, de même que la zone d'occupation soviétique et la RDA, qui furent établies parallèlement, ne furent d'abord pas des États, mais des constructions faites dans l'urgence dont la qualité d'État et la reconnaissance furent âprement discutées, précisément pour cette raison que l'État et la conception de l'État étaient des construits théoriques étroitement liés aux événements extérieurs. Comment donc, à l'époque, l'État fut-il pensé? Un constat négatif d'abord. Reich, les mots Reich, nation, peuple, patrie, bien commun, communauté, service, devoir, honneur, loyauté. Toute cette sémantique qui s'était développée à long des siècles était désormais souillée et semblait devenue inutilisable. Les millions des morts de l'Holocauste, les millions de morts et de victimes de la guerre, tous avaient connu leur mort tandis que l'air ambiant était empli de ces mots. Nul ne pouvait plus innocemment les employer. Ce que des générations entières avaient appris et intériorisé à travers l'idéalisme d'une telle sémantique politique, à l'école, dans les livres pour la jeunesse, comme fonctionnaire ou comme soldat, tout cela s'était comme refermé, tout cela n'était plus digne d'aucune confiance. Les centres naturels de gravité s'étaient dissipés, au premier rang desquels non seulement le Reich, la nation et la patrie, mais même ce mot apparemment neutre d'État. En 1933, les milieux bourgeois avaient justement misé sur un exécutif fort et même, plus exactement, sur une forme plus radicale de dictature présidentielle telle que l'avaient voulu les chanceliers Brüning, Papen et Schleicher, et ils avaient ainsi espéré que des éléments traditionnels de l'État pourraient être renforcés contre les tendances que portaient en eux le libéralisme, le pluralisme et le parlementarisme. Le dictateur devait être le gardien de la Constitution. Au bout du compte, ce fut une espérance trahie, comme l'on sait, spécialement à la lecture des documents issus de la résistance. En réalité, le régime mit en œuvre une politique de destruction de l'État, mettant en pièces les images qui avaient dominé le XIXe siècle. Or, puisqu'il fallait convenir en 1945 que l'État était en miettes, que la rhétorique traditionnelle n'était plus utilisable et que le système, dans son ensemble, s'était comporté comme un criminel, il régnait une singulière vacuité dans les têtes tout autant que dans les paysages de ruines qui faisaient des vides réels. D'innombrables revues dont les titres étaient comme des médiations projetées vers l'avenir, cherchèrent à remplir ce vide spirituel. On trouvait, côte à côte, des propositions chrétiennes, socialistes ou bien tirées de la philosophie des valeurs. Pour le droit, ce fut, comme on disait, la renaissance du droit naturel qui acquit une importance singulière.
Or, il s'agissait d'un phénomène complexe d'envergure européenne qu'on pouvait observer depuis 1900 environ et duquel on espérait désormais de tous côtés un dépassement du positivisme juridique. Ces fondements se trouvaient soit dans l'esprit de la doctrine sociale de l'Église, soit dans un système de valeurs issu du protestantisme et des sciences humaines, soit dans une transposition, entre autres, des théories de Nikolai Hartmann, Max Scheler et Eduard Spranger. Quoi qu'il en soit, ces efforts qui visaient à ancrer le droit par-delà toute doctrine du positivisme légaliste tendaient à la protection de l'individu et de la famille, subsidiairement aussi des églises. Elle était défensive, correctrice, animée par l'idée des droits fondamentaux et tendanciellement anti-étatique, la protection contre l'État. Avec de tels projets juste naturalistes, de telles philosophies juridiques et sociales, on ne pouvait faire aucun État. D'une certaine manière, l'État demeura une page blanche, une puissance neutre qu'il convenait de reconstruire et contre laquelle il fallait protéger la société. Mais de quel élément spirituel cet État devait-il renaître? C'était la question. On peut ainsi caractériser plus facilement le côté négatif. L'État centralisé et le parti unique étaient tout à fait impensables qu'on le prenne dans sa configuration nationale-socialiste ou stalinienne. Même dans la zone d'occupation soviétique et plus tard dans la RDA, on a conservé la façade d'un État pluripartisan. De la même façon, les rêves d'un État corporatif et organisé qui avait pu favoriser depuis les années 20 jusqu'à les années 40 à peu près, en Autriche surtout, étaient désormais épuisés. De la doctrine politique de l'Église catholique, il ne restait que l'idée de subsidiarité, l'insistance sur le mariage et la famille, la garantie accordée aux écoles confessionnelles, à l'Église et aux activités caritatives. Or, tout ceci, ce qui se conçoit au regard de l'expérience historique, ne formait que des conceptions défensives et aucunement une idée positive de l'État. Enfin, l'idéal prussien d'État fut récusé notamment par les Alliés en tant que refuge du militarisme et de la réaction. C'est précisément pour ces motifs que la Prusse fut dissoute, 40-47. À quoi pouvait-on donc se fier? Malgré la réputation officielle du modèle prussien, tant les sociaux-démocrates de Prusse que les conservateurs en Rhénanie, en Hesse, dans l'Allemagne du Nord et à Berlin conservaient de la sympathie et du respect pour une certaine image de la bonne civile prusse, celle des réformes de Stein et Hardenberg au commencement du XIXe siècle, pour cette Prusse bien administrée au XIXe siècle, pour la tradition du fameux tribunal administratif supérieur prussien, comme pour la stabilité prussienne à l'époque de Weimar. C'est en ce sens qu'il y eut des Prussiens, pour ainsi dire, des Prussiens politiques à Herrenchiemsee dans la formation de notre Constitution, au Conseil parlementaire ainsi que parmi l'élite des nouveaux Länder. On peut citer pour ce type prussien catholique Konrad Adenauer, mais aussi nombreux social-démocrates.
Et cela a eu des conséquences immédiates s'agissant de l'organisation de l'administration intérieure, de la police, de la juridiction administrative, entre autres, mais surtout s'agissant du style du pensée propre à cette élite et concernant ce qui devait relever ou non des missions de l'État. Sans doute, les élites du Sud, par exemple Theodor Heuss, Carlo Schmitt et autres, n'avaient-elles pas la Prusse pour modèle, mais bien l'idée d'un État de droit libéral, organisé et démocratique, nettement soumis à la Constitution, dans le respect des droits fondamentaux et de la séparation des pouvoirs. Dans l'administration bavaroise régnait encore l'esprit centralisateur du comte de Montgelas, à Stuttgart comme à Karlsruhe, plutôt celui de la libre administration communale favorable au particularisme et d'inspiration protestante. Certains points décisifs, toutefois, les unissaient tous et conduisirent au résultat rapide de délibérations constituantes, à savoir, premièrement, État de droit. État de droit dans sa forme caractéristique pour l'Allemagne, avec une juridiction constitutionnelle et politique, le droit de contrôle des juges et la garantie de la protection juridique devaient être rétablis et, au plan institutionnel, d'une manière beaucoup plus accentuée que ce qu'avait été son dernier État sous la République de Weimar. Deuxième point, la fonction publique traditionnelle ne devait pas seulement maintenir l'État en ordre de fonctionnement, mais aussi le représenter spirituellement. L'administration devait être autant que possible préservée de l'influence des partis et des groupes d'intérêt, n'avoir d'autre souci qu'un bien commun qui devait se situer au-dessus des partis. Elle devait rester économe et modeste. Et troisième point, l'État devait être démocratique et plus précisément former une démocratie représentative, protégée de l'éparpillement des forces politiques et par le rejet d'un mode de scrutin purement proportionnel et par l'établissement des conditions mises à la participation des partis à la répartition des sièges parlementaires. Ce n'est pas par hasard que j'ai placé la démocratie en troisième position, seulement au sein de cette énumération. Et en effet, une bonne justice et une bonne administration constituaient pour les contemporains une valeur plus élevée que la démocratie, qu'on considérait avec certaine méfiance. Les expériences traumatiques de la République de Weimar, l'absence de confiance dans le peuple, ainsi que le mépris national-socialiste pour la démocratie parlementaire continuaient à produire des effets. L'objet principal des propos qui suivent ne concernera toutefois pas la classe dirigeante active, mais les administrateurs professionnels du savoir de l'État, ça veut dire les professeurs du droit public. Ceux-ci avaient constitué depuis 1922 une association. J'ai parlé déjà de cette association. Et l'association des professeurs durant la période du national-socialisme fut tout d'abord paralysée à raison des conflits internes avant de se dissoudre en 1938. Elle fut refondée en octobre 1949. Toute cette formation, ici évoquée à travers quelques noms, était en 1949 décimée et complétée d'autre part
par un nombre significatif de noms nouveaux. Elle manquait de confiance intérieure, tout occupée par la récupération des chairs perdues, et pensait globalement qu'il fallait maintenant regarder vers l'avenir. Chacun connaissait tout de chacun, mais on n'en parlait pas. C'était le célèbre silence de à peu près 20 ans après la guerre. Dans le groupe médian, celui formé par les professeurs nés entre 1900 et 1914 environ, les expériences de la République de Weimar et de l'État nazi étaient encore pleinement présentes. Ces professeurs étaient conscients qu'ils avaient à construire maintenant, par leur écrit et leur enseignement, un État qui n'existait pas encore, qu'ils devaient le penser aussi différent que possible de l'État nazi et qu'il ne s'agissait pas non plus de reproduire une simple copie de Weimar. Il n'y avait pas de retour possible, et ce d'autant moins que l'on pensait voir les erreurs de construction de la Constitution de Weimar. Les décisions du Conseil parlementaire étaient claires. La dignité de l'être humain et les droits fondamentaux occupaient la première place. La justice était largement développée, les fonctions nettement divisées. L'article 79 de la loi fondamentale garantissait certains éléments contre toute révision. La défiance constructive était introduite. Le rôle du chancelier était renforcé quand celui du président était réduit. L'état de droit était fortement souligné. L'état social mentionné faiblement, mais ouvertement pour la législation. Les éléments plébiscitaires étaient récusés. Une décision politique pré-juridique au sens de Carl Schmitt avait été prise. Elle fut acceptée par une très large majorité des professeurs du droit public. Mais il fallait maintenant que le vrai travail de la pensée commence. Le commentaire, la compréhension intime du système, la formulation d'une idée de l'État, la vision constitutionnelle qui se cachait derrière les 146 articles de la loi fondamentale. La première observation importante qu'il convient de faire à propos de ce travail de reconstruction concerne le fait que pratiquement tous les auteurs attachaient une valeur particulière à la souveraineté du nouvel édifice. Politiquement, cela se conçoit assez bien. On souhaitait mettre l'État naissant en position de négocier d'égal à égal avec les alliés. On voulait aussi, de cette façon, renforcer la thèse de la continuité entre le Reich de formation Bismarck et la République fédérale. Une thèse qui n'était pas juridiquement convaincante, mais politiquement souhaitée. Bien que depuis 1900, l'idée de souveraineté avait été mise en doute et même, compte tenu des interactions internationales, considérée comme dépassée, chez Hugo Preuss, chez Kelsen et dans son école notamment, elle redevenait maintenant centrale. Des auteurs conservateurs qui rejetaient ouvertement Kelsen et donnaient leur faveur à un État fort dont le principe serait antérieur au droit, ces auteurs insistaient particulièrement sur la souveraineté extérieure.
mais cela semblait aussi offrir quelques avantages à l'intérieur, car la souveraineté intérieure de l'État devait pouvoir en finir avec les radicalismes de droite et de gauche que l'on redoutait, par exemple grâce à l'interdiction des partis politiques. C'était possible dès le commencement. Il fallait éviter des situations weimariennes, pour ainsi dire, garder distance à l'égard des partis et des groupes d'intérêt. Il fallait être cette puissance neutre, capable de dompter les particularismes et poursuivant exclusivement le bien commun. La seconde observation est liée à la première. La démocratie devait être exclusivement représentative, à tous les moins au niveau fédéral. Les éléments de démocratie directe rencontraient la plus grande méfiance, soit qu'ils rappelaient à l'expérience weimarienne, soit que l'on pensait à la démocratie d'acclamation sur le modèle hitlérien. De surcroît, la variante totalitaire que connaissait à travers le stalinisme l'idée rousseauiste d'identité des gouvernants et des gouvernés faisait peur. Tout militait en ce sens, faire la démocratie représentative la vraie démocratie, et c'est pourquoi il n'y eut, à la différence de Weimar, ni élection populaire du président fédéral, also keine Volkswahl, ni votation populaire, sauf en cas de réorganisation territoriale de la fédération, ni initiative populaire dans la loi fondamentale. Le recours suprême que ne devait pas être la volonté populaire, mais bien la Cour constitutionnelle fédérale. C'était une pensée défensive, enfermée dans les catégories sécuritaires. Elle domina les débuts de la République fédérale et ne s'assouplit qu'à partir des années 1940, lorsque des voix se firent entendre qui réclamaient qu'on en finisse avec cette peur de forme de la démocratie directe. Mais elle suffit encore pour empêcher que fût organisé un référendum sur la Constitution renouvelée à la suite de la réunification. Ce sont de semblables phénomènes de peur qui expliquent l'introduction, la clause de 5% contre le gaspillage par les partis mineurs, la soumission des partis à l'ordre constitutionnel, article 21, et la clause d'éternité de l'article 79 de la loi fondamentale. S'agissant de la démocratie, rien ne va de soi. Tandis qu'on connaissait depuis longtemps l'état de droit, il fallait encore inventer la démocratie, pour ainsi dire. Historiquement, un tel rejet de la démocratie directe s'explique d'abord par le traumatisme profond que Weimar et le régime national-socialiste ont fait subir à la pensée politique. Mais il y a plus. Dans les couches profondes, on trouve une idée qui provient de la philosophie de l'idéalisme allemand et des présupposés théologiques qui le fondent, et qui veut la représentation soit le processus qui rend visible un être supérieur, et notamment l'état éthique, nous disons en allemand der sittliche Staat, l'état éthique qui incarnerait la volonté véritable du peuple et devrait être soustrait à la volonté empirique changeante de la masse. On peut, à partir de là, idéaliser le rôle du député, tandis que partis et groupes d'intérêt sont voués aux gémonies. L'État représentatif n'est pas seulement l'unio
mystica, des volontés populaires dispersées, il est aussi capable de se représenter lui-même. C'est de cette manière que la doctrine constitutionnelle des débuts de la République fédérale travailla à surmonter ses propres expériences de Weimar et du national-socialisme. La querelle weimarienne des méthodes était encore présente à l'esprit de l'ensemble des auteurs de l'époque et certains d'entre eux y avaient même participé. Par exemple, Rudolf Sment. J'ai parlé avec lui de cette querelle weimarienne. Mais cette querelle, dans la forme qu'elle avait prise entre 1925 et 1929, ne se répéta dans la République fédérale. Et pourtant, il y eut quelque chose comme une querelle larvée des méthodes, la formation des camps opposés dans le droit public et qu'on peut symboliser par les noms de Rudolf Sment à Göttingen et Carl Schmitt. Le groupe de discipline qui se rassemble autour de Sment à Göttingen, dont le passé n'était pas chargé, qui était engagé dans l'Église protestante et dont la réputation était très grande, ce groupe était certes composé d'individus fort différents qui unissaient toutefois cette question de principe qui rappelait l'époque de Weimar. La question, qu'est-ce qui tient l'État? Comment fonctionne l'intégration dans l'interaction entre l'État et la société? Comment se forment des élites et des fonctionnaires représentatifs? Quelle est la base axiologique et comment peut-elle être transformée en droit constitutionnel? Cette approche, qui avait autrefois servi à critiquer Weimar, surtout aussi chez Sment, se révéla être suffisamment flexible et stimulante pour être transportée dans la jeune République fédérale. Les disciples de Sment ouvrirent cette approche sur de nouvelles dimensions. Les théories occidentales du pluralisme, une conception plus apaisée des partis et groupes d'intérêt, une vision nouvelle du principe des églises libres dans un État libre, une interprétation axiologique des droits fondamentaux. Tout ceci attira des libéraux et même des hommes de gauche de la social-démocratie. Intégration devient l'un des mots magiques de la jeune République fédérale. Ça veut dire intégration des expulsés et de ceux dont le passé nazi était chargé. Intégration des partenaires sociaux à travers la cogestion. Intégration des confessions au sein d'un parti chrétien, la CDU. Intégration de la social-démocratie au centre de la société à travers le programme Bad Godesberg 56. Intégration de tous au sein de l'État dans une atmosphère de bien-être croissant et de redistribution ciblée. L'intégration fut le ciment des premières années jusqu'en 1960 environ. Et dans ce cadre, un tel courant était désormais ouvert sur l'Ouest, ouvert à des approches théoriques occidentales et comparatives, ouvert à l'Europe et à l'OTAN, ou comme nous disons NATO. À l'opposé, on trouvait l'image traditionnelle de l'État neutre et fort, armé vers l'extérieur comme vers l'intérieur de la souveraineté et du monopole de la puissance, souverain à l'égard des puissances particulières, un arbitre apte à trancher. Mais il fallait recoller les morceaux de cette image à partir des ruines de l'année 1945. À cet effet, les éléments traditionnels du XIXe siècle
d'abord en ligne de compte. L'État-nation en Europe, qui avait surgi de la crise de l'Ancien Régime, unifiait de manière idéale typique les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sous un titre de souveraineté. Il était à l'intérieur comme à l'extérieur une personne juridique, à savoir fiscus et le sujet de droit international. Il conservait ses distances à l'égard de la société afin de poursuivre incorruptible le pur idéal du bien commun. La doctrine du droit administratif avait suivi. Son cœur était le commandement de puissance publique, l'acte administratif unilatéral. Après 1945, alors que les mots Reich, patrie, peuple, communauté étaient sémantiquement corrompus, il ne restait plus guère que l'État, pour ainsi dire l'élément le plus dur, le moins douteux et qui désormais devait être pensé à nouveau frais comme État démocratique tout en pouvant être conservé dans sa structure dogmatique essentielle. C'est sur elle que s'appuyait, on pouvait du moins le voir ainsi, la position contraire à celle désormais plus ouverte et plus flexible de Sment ou de ses disciples. Dans la coulisse, comme un tabou, disparu de la scène publique, se tenaient Carl Schmitt et ses disciples académiques. Cette formation nettement conservatrice des professeurs allemands d'après 1949 avait en commun de penser un État qui soit à nouveau capable d'agir. L'État devait faire la démonstration de ses capacités dans la guerre froide. La démocratie devait être capable de se protéger contre ses ennemis et avant tout éviter de s'abandonner elle-même aux puissances sociales que Carl Schmitt n'avait cessé de dénoncer entre 1929 et 1933. Bientôt, ce furent les jeunes partisans de Carl Schmitt, dont la génération appartenait à la République fédérale, qui intervinrent dans le débat, par exemple Ernst Wolfgang Böckenförde à Fribourg aujourd'hui, et formèrent une école dirigée contre le courant animé de Sment. Le point d'orgue de cette pensée d'école fut la fondation en 1962 de la revue Der Staat, avec ce titre hautement significatif comme Lo Stato dans le temps de Mussolini. Celle-ci était clairement dirigée contre la vieille archive du droit public, Archiv für öffentliches Recht, qui paraissait alors dominée par les Smentiens, les écoliers de Sment, aussi dans la Cour constitutionnelle fédérale à Karlsruhe. L'image de l'État après les lignes dessinées par Carl Schmitt et ses écoliers se trouvait en retraite. Un exemple est le dernier livre de Ernst Forsthoff, paru en 1971, L'état de la société industrielle, en allemand Der Staat der Industriegesellschaft, écrit d'un ton désespéré. Il débute par des nostalgiques souvenirs de l'État, qui visent aussi son cœur, la souveraineté. Cette dernière, dit-il, Forsthoff, aurait été perdue au jeu de la juridification et de la dépersonnalisation pour être vidée de sa substance dans le tourbillon des conflits de puissance. À la fin, cet État dénoyauté sera tombé entre les mains de Hitler. Après Hitler, la situation apparaît à Forsthoff plutôt plus sombre encore. L'État aurait perdu sa suprématie sur la société, il serait devenu incapable de se mettre en scène,
l'instruction, les convictions citoyennes auraient disparu, la culture aurait été remplacée par la formation, le sermon était devenu un rituel vide de sens. Au total, on aurait un État faible, tout juste gonflé avec de soi-disant valeurs. L'universel concret, je cite Forsthoff, l'universel concret n'a plus de place. C'est une expression hegelienne, l'universel concret. Et le bilan, je cite, le noyau dur du tout social actuel n'est plus l'État, mais la société industrielle, et ce noyau dur est caractérisé par des mots d'ordre tels que le plein emploi ou croissance du produit intérieur. Au total, on a affaire à un champ de signes post-hegeliens rempli d'affliction et d'amertume. Et c'est très intéressant de remarquer que ce livre était accepté aussi à la gauche, à cause de ces thèses, de ces champs des signes, et pour dire c'est la fin de l'État classique. La doctrine constitutionnelle de la jeune République fédérale qui proposa des images de l'État en fonction de ses propres expériences historiques, de ses convictions méthodiques professionnelles, tout en tenant compte de la situation politique actuelle qui traduisit ces images en une sémantique de l'État, ne consistait pas seulement, il est vrai, en Smendiana et Schmittien, cela va de soi. Il y avait surtout un groupe très nombreux d'auteurs qui, comme depuis toujours, prenaient le droit en vigueur comme le leur donnait le constituant ou le législateur pour le travailler honnêtement par le commentaire. Cette attitude de fidélité à la loi, malgré l'assurance répétée selon laquelle le positivisme juridique serait définitivement dépassé, fut précisément en pratique la solution la plus simple pour aboutir à des résultats acceptables. Si l'on examine ces auteurs de la majorité, on a l'impression que l'époque n'était pas à la querelle méthodologique, aux grandes théories d'État, mais bien plutôt à ce patient travail de détail qui exigeait la reconstruction des institutions, les crises qu'il fallait surmonter, la clarification des questions de droit positif qui résultaient de cette jungle que formait l'ancien droit, l'ancien d'occupation et le droit nouveau. Dans cette mesure, l'on peut dire qu'une large partie de la doctrine marchait presque sans aucune théorie dans l'application fidèle de la loi, quand bien même tous les discours solennels abjuraient cette manière de faire. Les questions de méthode furent détachées des problèmes concrets et marginalisées. Sur les marges politiques, à droite comme à gauche, rien ou presque ne bougeait. Les nationaux socialistes étaient réduits au silence. Ils existaient encore, sans aucun doute. Ils avaient aussi leur code secret et leur maison d'édition, mais ils échouèrent politiquement dans leurs efforts pour recréer une droite nationale, se disloquant progressivement en parties toujours plus petites. Le disant librement dans le lexique de Smain, ils furent de la sorte intégrés. Ils ne fournirent plus aucune contribution qui pût avoir une quelconque pertinence théorique. La même chose se produisit du côté de la gauche.
il y avait bien un champ d'influence d'un parti communiste reconstitué, un catholicisme de gauche actif. On trouvait aussi des sociodémocrates très actifs sur la scène du droit public et même avec Wolfgang Abendroth, un exemplaire unique de socialiste non orthodoxe. Mais l'on ne pouvait attendre de ce côté intellectuellement beaucoup plus actif aucune alternative réelle au mainstream. En tout cas, pas durant les années 45 jusqu'à 60, qui font ici l'objet principal de notre propos. Ce n'est que durant la phase qui prépara le bouleversement politique des années 65 jusqu'à 68 que nombre de voix nouvelles se fit entendre. L'état de la jeune République fédérale fut, comme on l'a souligné en introduction, progressivement construit dans le cadre d'une interaction complexe des événements politiques extérieurs et leur interprétation, à partir d'éléments dogmatiques traditionnels et approches nouvelles qui s'affirmaient lentement. L'élément dominant fut la reconstruction de l'état de droit, Rechtsstaat. L'état social demeurait à l'état d'esquisse. Avec des droits fondamentaux rendus efficaces, la société libérale prenait la première place. L'État, encore diffus, dont les piliers avaient été déplacés, ne prit ses véritables contours que plus tardivement. Les institutions nouvelles attirèrent l'attention et surtout la Cour constitutionnelle fédérale à Karlsruhe. La République fédérale était née du régime du Conseil de contrôle des Alliés et des trois zones occidentales et ne retrouva sa souveraineté encore restreinte qu'en 1955. Cette fondation spirituelle de l'État nouveau, dialectiquement imbriquée avec des processus extérieurs, peut être considérée, et telle est ma thèse, comme à peu près terminée vers les années 60. On ne peut donner ici, dans ce cadre limité, qu'un petit nombre de justifications. Il convient d'abord d'observer que le débat allemand sur la question de savoir si l'État allemand avait ou non disparu en 1945 peut être considéré comme réglé dès 1955. Le résultat, à vrai dire douteux au plan dogmatique, était presque avec unanimité qu'un État qui s'est institutionnellement effondré, qui ne dispose plus d'aucune sorte de puissance politique et se maintient malgré tout ci seulement les hommes en leur âme et conscience ont voulu cet État. Cette thèse fut suivie par la Cour constitutionnelle fédérale. Par cette continuité du Reich dans la forme de la République fédérale de l'Ouest, on pourrait agir dans le monde extérieur, comme je l'ai déjà dit, s'arranger avec les Alliés et avec Israël, accepter les dettes publiques, regagner la considération internationale. Un indice supplémentaire au soutien de la thèse selon laquelle la phase de reconstruction de l'État aurait pris fin vers les années 60 tient à la satisfaction observable durant ces années que les élites éprouvèrent à l'égard du nouvel édifice et qu'on peut lire dans l'absence même de discussions relatives aux questions de principe et qu'on rencontre dans la théorie générale de l'État, ce que nous disons allgemeine Staatslehre. Comparé au débat qui avait enflammé l'époque de Weimar, la théorie générale de l'État était devenue désormais un espace d'une tranquillité presque absolue. Cette tranquillité était-elle le signe d'une
saturation, d'un épuisement intellectuel ou bien d'un profond découragement? Qui pourrait en juger? En tout cas, le contexte était excellent. Les taux de croissance du miracle économique étaient encore phénoménaux. La paix intérieure était assurée, y compris la reconstruction des forces de police dans l'ensemble des Länder. La reconstruction du système judiciaire était achevée et depuis l'an 60, on disposait donc d'un code de la justice administrative. La figure paternelle du vieil chancelier Adenauer gouvernait depuis 1957 avec une majorité absolue. L'ancrage à l'ouest, d'un côté, la distanciation avec la RDA de l'autre, n'était plus discutée. La doctrine Hallstein de non-reconnaissance de la RDA fonctionnait encore. L'Allemagne de l'Ouest devint en 1957 un membre reconnu de la communauté économique européenne. L'ensemble du processus très complexe de reconstruction de l'État après 1945 était lié à la présence constante des puissances victorieuses, à savoir l'Amérique, l'Angleterre et l'Union soviétique, auxquelles s'ajouta la France à l'été 1945. Ce n'est pas ici le lieu de décrire à nouveau les influences de fait qu'exercèrent les Alliés entre 1945 et 1949. D'ailleurs, les directives alliées lors de l'élaboration de la loi fondamentale ont fait l'objet des études minutieuses. Il est évident que les conceptions fondamentalement différentes qu'avaient les Anglais, les Américains et les Français de l'État se traduisirent dans les directives formulées par les officiers d'occupation et fixèrent ainsi le cadre à l'intérieur duquel les politiciens allemands agissaient. Cela vaut à plus forte raison pour la zone d'occupation soviétique, dans laquelle, après une phase transitoire d'environ 5 années, l'administration militaire soviétique surveilla purement et simplement tous les événements et décida dans le plus pur style soviétique. Le surgissement d'un État communiste dirigé par les instructions soviétiques est une histoire qui ne peut pas raconter ici et aujourd'hui. Mais il est évident qu'à l'Ouest, le regard porté sur cet État était lié à l'atmosphère anticommuniste de la guerre froide. Tout le lexique était destiné à se protéger ou à condamner la situation dans la zone, comme nous disait la zone. Les réformes les plus anodines furent décriées dès lors qu'elles ressemblaient un peu à ce qui se faisait dans la zone soviétique. Il suffisait de dire pour cela de l'autre côté. C'est pourquoi, après 1945, pour les constitutionnalistes de l'Ouest qui devaient éprouver ou encore élaborer leur représentation de l'État, le regard était exclusivement tourné vers l'Ouest. Cela supposait un processus lent, parfois pénible, parfois joyeux de dépassement de la vieille dichotomie qui existait entre les idées de 1789 et les idées de 1914, au profit de celles de 1789. Telle fut la ligne intellectuelle décisive dans la zone d'occupation française, surtout, alors même que la pratique politique y était centraliste et autoritaire. Dans la zone américaine, l'image de la civil society se combinait
à la libre administration communale, à la reconstruction démocratique de l'État, de bas en haut, et à une méfiance aiguë à l'égard de la fonction politique allemande. Ça veut dire notre Berufsbeamtentum. La zone britannique combinait la reconstruction démocratique de l'État par en bas et un centralisme administratif qui rappelait tout à la fois la situation dans le pays d'origine, Angleterre, et les expériences coloniales. Vers 1960, une nouvelle génération de constitutionnalistes qui avaient fait l'expérience d'un enseignement étranger en Occident et principalement aux États-Unis, arriva à une république fédérale et commença de participer aux affaires académiques. Cette nouvelle approche fut essentiellement soutenue par les changements qui se produisirent dans la science politique, un changement qui était désormais influencé par une large part par les théories américaines du pluralisme, transportées surtout par Ernst Fraenkel à Berlin, qui était allemand et émigré aux États-Unis. Il est revenu y enseigner à Berlin. Ces expériences personnelles des universités américaines, ajoutées à l'image incontestablement positive dont bénéficiait alors le mode de vie américain, créèrent des conditions favorables pour une plus large acceptation des modes procéduraux de résolution des conflits, reléguèrent à l'arrière-plan l'image d'un bien commun conçu en soi et pour soi, mais tout ceci ne se produisit qu'à partir des années 60 environ. D'un côté, cela voulait dire détente et libération. D'un autre côté, cela signifiait aussi un certain sentiment de désorientation par rapport au fondement d'un jeune État qui venait à peine d'être établi. Rétrospectivement, l'on peut constater que vers 1960, on peut sentir un craquement dans l'édifice. On aurait pu pressentir la crise politique de 1967 ou les troubles de 68-69, mais pour les contemporains, tout cela était à peine perceptible. On vivait dans l'optimisme. On découvrait les pays étrangers, on avait les coccinelles, vous dites, Volkswagen. Coccinelles, oui, absolument. Absolument, j'ai voyagé dedans. C'était très important pour chaque famille. On possédait des réfrigérateurs et des machines à laver. En 1960, il avait 4 millions de postes de télévision. Le revenu moyen avait doublé. On était, comme on disait, à nouveau quelqu'un. On était à nouveau quelqu'un, surtout depuis le championnat du monde en football, le miracle de Berne en 1954. L'ombre du passé semblait à peu près effacée, et ce refoulement était le plus grave et le plus riche de conséquences. De ce qui devait n'être que provisoire, on avait fait un État, amputé sans doute, les expulsés, les expropriés, les réfugiés de l'Est, en ressentant jusqu'aujourd'hui les douleurs fantômes. Alors, on était amputé sans doute, mais un État quand même. Et cet État avait grandi aussi dans les têtes, dans la tête de ses citoyens et ses acteurs politiques, mais aussi dans celle des juristes du droit public, dont la tâche,
en tant qu'élite intellectuelle, consistait à penser cet État, à expliquer l'écart entre la Constitution et la politique, à élaborer susceptibles de s'appliquer, par exemple, au financement des partis politiques, à l'audiovisuel public, à la concurrence et la cogestion, au maintien en vigueur du droit national socialiste, mais surtout des critères pour l'épanouissement des libertés politiques, individuelles et religieuses dans la garantie des droits fondamentaux. Bref, pour la liberté sociale, celle qu'organise essentiellement le droit privé. C'est ainsi que le cercle à la fin se referme. La réalité de l'État, c'est sa réalité dans la pensée et le langage. Pour l'historien qui considère l'État à chaque époque comme un tissu communicationnel entre l'ensemble des contemporains et qui a précisément choisi pour objet de sa recherche la variation des dénominations et des descriptions, une image de l'État n'est pas susceptible de vrai ou de faux. Son intérêt de l'historien, tient au degré de plausibilité soumis aux conditions générales de communication de la description qu'elle donne. À cet égard, la jeune République fédérale demeure un exemple toujours intéressant qui, de surcroît, nous touche directement. L'exemple d'une reconstruction après sa destruction sans pareil des fondements matériels et spirituels qui s'est fait à l'aide d'éléments anciens pris dans un contexte nouveau. Chers auditeurs, je suis arrivé à la fin de mes présentations. À cause du temps limité, j'étais obligé de rayer ou effacer beaucoup de détails nécessaires normalement pour une explication solide. Néanmoins, j'ai essayé de donner une grande ligne de l'état absolutiste du tard XVIIIe siècle ou l'interventionnisme étatique dans la révolution industrielle et sociale à la fin du XIXe siècle. Et indispensable pour nous les Allemands et pour tout le monde, était le regard à cette douzaine d'années connue comme nazisme avec son résultat de millions de victimes. Et j'ai terminé aujourd'hui avec la jeune Bundesrepublik dans leur première phase jusqu'à 1960 environ. Il nous manque le temps de continuer jusqu'au présent, après la réunification heureuse de 1990. Mais qui s'intéresse pour les détails aura la chance, avec une édition française de mon petit livre « Histoire du droit public en Allemagne » dans la série classique chez Garnier l'année prochaine. La traduction est déjà faite par Aurore Carrier à Toulouse. Alors, il me reste de remercier de tout mon cœur pour l'invitation dans cette institution estimée et fameuse comme le collège. C'est le professeur Alain Supiot qui m'a invité et à qui je resterai toujours reconnaissant. Et je dis un grand merci à vous, les auditeurs, si patientes et intéressés. Meilleurs vœux pour Noël et pour une bonne nouvelle année. Merci.